Davey Rogers. Color party, by the left, quick, march! Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Dans le cadre des commémorations du 11 novembre, nous aurons des témoignages. Nous avons des personnes, on a eu des personnes en entrevue qui ont partagé leur expérience et tout ça, ça va se passer au cours de cette émission. Mais tout de suite, pour commencer, je suis avec Dr Boitane qui est chercheur à l'Institut du savoir Montfort. Ça, c'est une chose. Mais vous êtes aussi directeur du département de performance, aide à la décision et protection à la vie privée. C'est long comme titre. Oui. C'est quoi ce département? Qu'est-ce que vous y faites? OK, merci d'abord pour l'opportunité. Écoute, ce que je fais à Montfort, c'est une panoplie de choses. Donc, en général, on regarde l'information des patients qu'on collecte dans les dossiers. Puis, d'abord, on s'assure de la confidentialité de cette information. Comme vous savez, il y a des lois au Canada qu'il faut préserver la sécurité et la protection de la vie privée. Deuxièmement, on utilise cette information pour mieux aider les prises de décision au niveau de l'hôpital ou faire des planifications, que ce soit stratégiques ou opérationnelles. Et ainsi mesurer la performance en bout de ligne pour voir où est-ce qu'on se voit comme organisation et comment on pourrait fournir de l'évidence et de l'information qui pourrait aider à prendre les meilleures décisions pour ce qui est de la haute direction et du conseil d'administration. Vous dites que le travail que vous faites vous permet d'établir de nouvelles stratégies pour votre organisation. On parle de quelle stratégie et puis comment ça peut vous aider comme ce département d'aide de décision à la protection, de performance et tout? Aide à la décision, c'est un peu de regarder c'est quoi la tendance dans le système de la santé. Puis par exemple, on fournit des analyses pour voir des comparaisons entre les hôpitaux pour tel ou tel indicateur, que ce soit les résultats cliniques ou que ce soit l'utilisation des services, que ce soit les coûts des services ou l'accès aux services. Vous avez bien entendu, à Ottawa ou en général en Ontario, au Canada, on parle beaucoup des temps d'attente pour avoir des services. Donc, on sait que c'est des fois des défis à ce niveau. Donc, nous, on a accès à toute cette information, puis on a une équipe d'analystes, on a plein d'autres organismes avec qui on est partenaire. Puis on sort cette information, puis on la fait parler cette information pour donner des connaissances, comprendre comment est-ce qu'on est par rapport aux autres hôpitaux. Et puis commencer à vous ajuster, je dirais. C'est exactement ça. Puis après, on fait l'étude des besoins de la population aussi, avec des consultants et tout ça. Tout ça, ça nous fournit un peu de l'évidence ou de la référence comme information de base. Puis là, la haute direction et le conseil d'administration utilisent cette information pour prendre les meilleures décisions pour qu'est-ce qu'on vise comme objectif stratégique, que ce soit pour une année qui s'en vient ou pour les années ou les 5 ans à venir. OK, je comprends mieux maintenant c'est quoi ces départements. Parce que vous, dans le fond, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de quelque chose d'extraordinaire sur lequel vous travaillez. Mais ça veut dire qu'en fait, dans le fond, puisqu'on va venir à ce dont vous voulez nous parler, le projet, vous vous intéressez vraiment à ce que, on va dire, la vie, en tout cas dans les hôpitaux, la transformation du système de santé soit vraiment vu d'un aspect vraiment positif. Exactement. Étant médecin de formation et aussi travailler beaucoup dans ce service performance et de la décision, de comprendre le système, la tendance, les défis et les opportunités aussi, ça nous donne une idée pas mal très intéressante. C'est pourquoi j'ai devenu comme chercheur aussi, parce que ça nous piste à vraiment voir les opportunités pour mieux améliorer les services aux patients et leurs familles. Et dans mon projet dont je vais parler tout à l'heure, alors c'est dans ce cadre que je vois beaucoup de choses qu'on pourrait faire. On est aussi à Montfort, on est vraiment orienté dans ce sens au niveau stratégique parce qu'on veut aller plus loin, être aussi faire partie des solutions pour améliorer le système et pas juste offrir des services, mais aussi faire partie de trouver des solutions pour le bien-être des patients et leur santé. Puis là, on a parlé du projet, là vous l'avez mentionné aussi, c'est le projet Symptômes PAL. C'est un projet, on va expliquer ça en quelques mots. C'est quoi comme projet déjà? OK, Symptômes PAL, c'est un de mes collègues qui est chef de la division de cardiologie, Dr Hafez, qui est clinicien
il était aux États-Unis, puis maintenant il est ici au Canada. Puis on travaille beaucoup sur plein d'autres choses. Alors, il a eu l'idée de commencer à penser à développer une application dans ce sens. Puis ensemble, on s'est associés, puis on est allé chercher les fonds et tout ça, puis on a commencé à travailler sur ça. Le symptôme PAL, c'est simple. Vous savez tous que quand on va à l'urgence, il y a des triages qui se font par l'infirmière pour vous donner accès au service, vous êtes évalué par le médecin, tout ça. Mais avec la technologie, maintenant, la disponibilité de la technologie, tout le monde maintenant est connecté sur des iPhones, des tablettes et tout ça. Pourquoi pas avoir un outil comme ça dans le confort de chez vous? Vous pouvez aller à travers des symptômes, c'est en répondant à des questions très simples, sans rentrer de l'information, juste des réponses de yes, no, ou oui ou non en français, et après, ça vous donne le résultat. Je vais vous garder avec moi parce que là, on va parler maintenant de tout ce projet-là. Vous aussi, restez avec moi parce qu'après la pause, on parle de Symptômes PAL. C'est une belle application. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. À la prochaine émission de Passeport 1225, nous accueillons Élise Doucette, un membre des Guides du Canada. Nous avons parlé du camping, des activités à faire, comment faire des feux et quoi ne pas faire en camping. Ensuite, nous écoutons des reportages d'étudiants en journalisme à la Cité. Soyez des nôtres. Passeport 12-25, mercredi 19h sur TV Rogers. À la prochaine émission, je rencontre Michel Picard, l'ancien chef d'antenne de Radio-Canada et animateur à Unique FM, qui nous parle de son cancer de la peau et bien d'autres choses. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant, ou je voudrais dire, on vous présente Symptômes PAL, une application qui est faite par des chercheurs de l'Institut Savoir Montfort, qui nous permettrait d'éviter un peu, je vais le dire comme ça, les moments de triage qu'on perd là. Oui, quand on part à l'hôpital, c'est vraiment long, sérieusement, le triage. Oui, on essaye. Hein. Je ne veux pas dire qu'on va répondre à toutes ces solutions-là, mais c'est une des solutions qu'on voit qui pourrait vraiment aider. C'est une solution pour faire ce qu'on appelle l'auto-triage. Le patient pourrait se faire lui-même son triage, qui lui donne à la fin une recommandation, soit d'aller vraiment à l'urgence, si c'est quelque chose de sérieux, ou attendre ou aller voir son médecin ou une clinique sans rendez-vous, ou tout simplement prendre quelques remèdes ou aller voir le pharmacien, comme on dit, over the counter, prendre quelque chose qui pourrait alléger ses symptômes, tout en lui donnant au patient de l'information pertinente à ses symptômes, qu'il comprenne de quoi il s'agit, puis aussi alléger un peu son anxiété pour ce qui est de quoi il est en train d'expérimenter. Parce que les urgences, pourquoi l'idée on a pensé à ce genre de projet, c'est que les urgences sont mal utilisées. Partout au monde, c'est une porte ouverte où le monde va là-bas pour chercher les services parce qu'en général, je ne peux pas dire mal utilisé, mais overutilized, si on veut dire, donc surutilisé en français, pour des choses qui pourraient être servies peut-être en pharmacie, ou même en pharmacie, aller voir un pharmacien pour nous presser quelque chose. Exactement. La seule chose, c'est que le patient, quand il expérimente quelque chose, si le patient n'est pas aussi informé de quoi il s'agit, de sa maladie ou whatever, il ne peut pas décider, puis il y a de l'anxiété, donc pour lui, c'est d'aller à l'urgence. À l'urgence, oui, parce que... Mais comme on sait, à l'urgence, les ressources ne sont pas toujours assez disponibles pour servir tout le monde, d'où les temps d'attente qui sont plus longs.
Et aussi, ils sont occupés avec les vraies urgences, les patients qui ont vraiment besoin de plus d'attention avec toutes les équipes à l'urgence. Ce n'est pas parce que les urgences ne font pas leur travail, mais il y a beaucoup de travail pour servir. Mais la priorité des urgences, c'est de traiter suivant le triage. On va dire par niveau, parce que dépendamment de... Moi, j'arrive avec, je sais pas moi, un petit bobo au ventre, alors qu'il y a quelqu'un qui est carrément blessé, coupé, mais ce serait lui en priorité aux urgences. Exactement. Ouais. Les urgences sont faites pour des gens qui sont par exemple entre la vie et la mort. C'est la priorité des urgentologues et des infirmières, de toutes les équipes à l'urgence. Par contre, d'autres qui viennent des fois pour une fièvre. Oui, mais ça pourrait être quelque chose qui m'a inquiété. Mais d'où la solution de symptômes SPAL qui va aider à décortiquer si c'est quelque chose en premier. C'est des algorithmes qui vont répondre à des questions. Le patient il va juste répondre avec oui ou non. On ne collecte rien comme information, donc question de confidentialité est éliminée. C'est beaucoup plus collecter l'information pour un peu... déterminer qu'est-ce qu'on est en train de couver, qu'est-ce qui se passe avec nous-mêmes. Exactement. En premier temps. Donc, c'est qu'est-ce qui se passe avec nous. Puis, ces algorithmes, on les a développés et aussi validés par des spécialistes et avec des résidents qui ont travaillé sur le projet avec nous pour s'assurer que la logique derrière fait du sens. Puis, c'est la logique aussi poursuivie par les médecins dans leur pratique pour déterminer si c'est quelque chose de sérieux ou non. Je sais que pour vraiment arriver à un diagnostic, il faut autre chose. Il faut que le médecin examine complètement le patient. C'est ça que j'aimerais qu'on signale avec l'application parce que j'ai lu ça et je me suis dit, OK, moi au départ quand j'ai lu les informations, je me suis dit, OK, ça nous aide à établir un diagnostic. Non du tout, ça fait juste une recommandation, pas un diagnostic en fait. Oui, ça donne une recommandation qui pourrait comprendre ce qu'on appelle au niveau médical plusieurs diagnostics différentiels. D'accord. Qui pourrait arriver en bout de ligne après suite au test et à l'évaluation, la vraie évaluation du médecin et l'examen complet, ça pourrait mener à un diagnostic. Donc, on ne veut pas dire que l'application va remplacer des médecins, des choses comme ça, c'est loin de ça. Et l'application ne peut pas faire ça. C'est beaucoup plus sur les symptômes du point de vue clinique, guider et aussi donner en fin de ligne une recommandation. Les 3 recommandations, si c'est quelque chose, on essaie de flaguer ce qui est vraiment sérieux médicalement, puis que le patient aille à l'urgence le plus tôt possible. Il y a même des symptômes qui pourraient, à la fin, il va vous dire, il faut appeler 911. Pas juste aller à l'urgence, mais des fois, c'est appeler 911. C'est tellement sérieux, puis on ne veut pas que le patient conduit, puis pourrait risquer autre chose pour aller à l'urgence. Ou ça pourrait lui juste d'aller à l'urgence, donc il peut aller conduire, ou quelqu'un de la famille pourrait le conduire pour aller à l'urgence, parce que c'est aussi sérieux. Je vous donne un exemple. C'est connu au niveau clinique, quelqu'un qui a de la fièvre, mais s'il a une raideur de la nuque, qui pourrait suspecter de la méningite, c'est assez sérieux pour aller vraiment à l'urgence. Donc l'application va vous dire, allez-y à l'urgence, puis en attendant, l'application va vous donner quoi faire comme remède, puis quoi faire comme chose à ne pas faire aussi, en attendant d'aller à l'urgence. Et aussi, on fournit des liens, des liens des associations professionnelles ou médicales crédibles qui pourraient aider la famille, les membres de la famille ou le patient lui-même à suivre ça en attendant d'aller voir l'urgence. Les questions qui sont dans cette application, elles sont faciles à comprendre, par exemple, parce que cette application-là, on sait que tout le monde a accès, comme vous l'avez mentionné en début d'entrevue, à un appareil Android ou iPhone. Donc, on peut télécharger l'application. Donc, les personnes âgées, par exemple, les personnes aînées, là, elles auront accès à ça. C'est facile à répondre parce que... Oui, exactement. Nous, comment on fonctionne à Montfort, on fait de la recherche, ce qu'on appelle la recherche collaborative, puis on implique toujours des patients. On appelle ça des patients partenaires. Donc, notre application, avant qu'elle soit rendue au public, on fait d'abord de la recherche pour démontrer que ça fait de la différence. Deuxièmement, on s'assure que le langage est très, très simple, compris par le public général, et aussi même dans des langues qui sont connues dans la communauté, qu'est-ce qu'on dit pour tel ou tel médicament, des choses comme ça. Et puis, ce n'est pas du langage médical, professionnel, difficile à comprendre. C'est pourquoi il est différent si on va à Google ou quelque part pour chercher de l'information.
on ne sait pas sur quoi on va tomber. J'allais arriver avec cette question-là. C'est quoi la différence? Parce que c'est vrai que sur Google, si on cherche pour quelque chose, il y a vraiment trop d'explications. Donc, c'est sûr, on va sur Google ou Internet, en général, cherche l'information, on ne sait pas où est-ce qu'on va tomber. Ça se peut qu'on tombe sur des sites professionnels du gouvernement ou des associations professionnelles qui parlent du sujet. Mais nous, on a derrière toute une logique validée et aussi un langage simple. OK. Et aussi une série de questions qui pourraient orienter le patient. Et aussi, on lui donne de l'information pour mieux l'éduquer, le préparer à comprendre qu'est-ce qu'il est en train d'expérimenter. Alors, ce projet-là, il est toujours en préparation. Quand est-ce que vous pensez qu'il sera terminé et accessible au public? Nous, comme j'ai dit, on a pris un peu un chemin plus lent, mais parce qu'on veut vraiment sortir une solution qui est vraiment bonne pour les patients et leur communauté. Et donc, c'est pourquoi on veut faire de la recherche d'abord pour le tester avec les vrais patients. D'accord. On va faire une recherche probablement cet hiver, puis on va tester l'application, puis qu'est-ce que le résultat du médecin. On va faire ce qu'on appelle une étude doublement aveugle. Ça veut dire que le patient va répondre aux questions, il ne va pas voir la recommandation, le médecin lui-même. Et puis, je suis obligée de vous arrêter, pardon, il nous reste quelques minutes seulement. Mais je vais juste inviter le monde à visiter le site web www.savoirmontfort.ca parce que je suis sûre que dès que l'application sera prête, elle sera disponible avec de nouvelles informations sur le site web. Après la pause, nous allons parler avec un représentant des amputés de guerre. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. En ce jour de commémoration du 11 novembre, on a la chance d'avoir le directeur du programme des vainqueurs, c'est un programme qui est inséré dans les amputés de guerre, l'association des amputés de guerre. Oui. Puis, puisque je parle du 11 novembre, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur votre association. En fait, l'Association des amputés de guerre existe depuis plus de 100 ans. On a célébré l'an passé notre 100e anniversaire. C'est pas pour rien qu'on a célébré notre 100e anniversaire. Ça coïncide avec l'arrivée des vétérans amputés de la Première Guerre mondiale. Alors, lorsque la fin de la Première Guerre mondiale est arrivée, les vétérans qui avaient été amputés à la guerre, il n'y avait pas de ressources. Alors, ils se sont regroupés entre eux puis ils ont créé l'Association des amputés de guerre telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est additionné aux vétérans amputés de la Première Guerre mondiale, ceux de la Deuxième Guerre, la guerre de Corée. Enfin, on se ramasse quelque part après la Deuxième Guerre mondiale avec des milliers de vétérans amputés qui donnent vraiment vie à l'Association des amputés de guerre. Et ce n'est qu'un petit peu plus tard qu'ils décident d'ouvrir leur champ d'action, c'est-à-dire toute la connaissance qu'ils ont appris au niveau de l'amputation aux enfants et aux adultes amputés. Mais là, c'est
à travers le pays. À travers le pays et accessible à tout le monde parce que, oui, quand on va parler des amputés de guerre, directement, pour quelqu'un qui ne connaît pas, va se dire, OK, ça a rapport seulement avec les combattants, les anciens combattants. Mais non, ça s'étend au grand public. Oui. Vous êtes ouvert. C'est vrai. Vous savez, lorsque les vétérans ont décidé de donner leur expérience de vie à toute la population canadienne, c'est vraiment toute la population au Canada, qui habite au Canada, qui est amputée, qui peut savoir, qui peut recevoir des services, que ce soit de l'aide financière, que ce soit de l'aide morale. L'association est là pour aider les personnes amputées, autant enfants qu'adultes amputés. On a parlé des enfants, vous l'avez mentionné 2 fois. C'était le directeur du programme Les Vainqueurs. Vous êtes le directeur, oui, mais vous avez été un peu plus, on va dire un peu plus tôt, un bénéficiaire de ce programme. Hein? Oui. Belle continuité. Oui, c'est vrai, dans la mesure où très tôt, j'ai reçu de l'aide. J'ai perdu la jambe droite en bas du genou à la suite d'un accident de tracteur de pelouse. Je voulais aider mon père. Enfin, comme les accidents peuvent malheureusement parfois arriver. Et puis, j'étais seul, surtout mes parents aussi. À 4 ans, pour moi, c'était pas tout à fait la fin du monde, mais je voulais voir d'autres personnes comme moi. Et l'association est très tôt rentrée en contact avec nous. Et là, je me suis aperçu de la vaste, de toutes les choses que l'on pouvait faire, même si on était amputé. Puis mes parents, pour eux, c'était comme... un soulagement. Oui. Pour mon père, celui qui tondait le tracteur de pelouse, pour lui, de rencontrer d'autres parents qui avaient vécu la même histoire, c'était quelque chose de « Ah, OK, je suis pas tout seul au monde. » C'est ça. Alors, pour eux, c'était déjà... Et il y avait le moment magique aussi. Si vous avez remarqué, avec nos appellations, on les appelle les vainqueurs, on les appelle pas les personnes handicapées ou les personnes amputées. Pour nous, c'est associé en fait, on focus que sur le positif. Ouais. Alors, c'est ce qui reste qui compte. Alors, et ça vient pas des enfants amputés, ça vient des vétérans. C'est eux qui nous l'ont transmis. Si j'ai eu la chance de côtoyer des vétérans amputés, ce qu'ils ont vécu durant la Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale, guerre de Corée, on veut pas retourner par là. Alors, on veut que leur apprentissage, leur histoire soit transmis à la nouvelle génération. Alors, on est là, nous, les enfants amputés, bien là, moi, j'ai grandi, mais les enfants amputés sont là pour transmettre le message, l'héritage que les vétérans amputés veulent laisser. Et puis, quand on parle du programme des vainqueurs, en fait, votre but, on va dire ultime, c'est vraiment de soutenir les parents tant financièrement, comme vous l'avez dit, en leur apportant souvent de l'aide pour les prothèses. Oui. On va défrayer les prothèses que le gouvernement ne défraie pas. C'est difficile à croire, mais chaque province a un système de santé. Alors, tout dépendant où vous êtes né au pays, vous ne recevrez pas la même couverture au niveau des membres artificiels. Alors, ça coûte cher, hein, les prothèses. Oui, on parle de quelques milliers de dollars, de 3 à 5 000 et puis ça peut dépasser facilement 75 000 Alors, tout dépendant du régime de la province dans laquelle on vit, ces prothèses-là vont être défrayées soit zéro ou en partie ou en totalité, mais pour la vie de tous les jours. Peut-être qu'on tombe dans les prothèses où les jeunes veulent bouger. En fait, comment on peut dire que le jeune ne veut pas bouger? Oui, et puis en plus, il faut les changer comme dépendamment du cycle de vie, où est-ce que l'enfant il grandit, il faut changer. Vrai. Puis, C'est vrai, un enfant, ça grandit même s'il est amputé. Hein? Ouais. Alors moi, là, j'ai passé à travers 20 quelques jambes dans ma vie. Alors c'est vrai pour tous les enfants amputés. Et je pense qu'il faut remercier aussi, oui, l'association est là, merci les vétérans d'avoir fait ça, mais il faut remercier aussi les gens qui donnent à l'association des amputés de guerre. Vous savez, le petit service des plaques porte-clés que les gens... Oui, que vous en avez. Vous avez même votre petite plaque. Oui, ma petite plaque. En fait, c'est un service que l'on offre à la population générale, les gens qui ont perdu leurs clés. Alors, s'ils ont une petite plaque porte-clés confidentielle comme ça, les gens qui retrouvent les clés ne peuvent pas identifier à qui ils appartiennent. Ils nous appellent, on les retourne directement. Et on a retourné plus d'1,5 million de trousseaux de clés depuis 1946. Alors, ça fonctionne bien. C'est notre seule façon de financer les prothèses que l'on défraie. Parce que c'est grâce au public que vous vivez, que vous êtes là, que vous aidez les enfants à avoir des prothèses et tout. Oui. Tout le confort que vous leur apportez. Oui. C'est une belle notoriété qu'on a. C'est une belle envoi des vétérans amputés. C'est eux qui ont créé tout ça. Et nous, on prend ça là, maintenant et on veut être sûr que les programmes et services vont se perpétuer. C'est très important pour nous. Puis, quand on parlait de changement de prothèses, là, vous avez changé plus d'une vingtaine. Vous l'avez mentionné tantôt. Pour les enfants, par exemple, dépendamment des activités qu'ils vont faire, là, il faut une prothèse qui est affiliée à ça. Oui. Et parfois, c'est des raisons de sécurité. Vous savez, la prothèse de tous les jours ne peut pas aller à l'eau. Alors que le jeune, lui, il va devoir se laver, prendre sa douche. Alors, il a besoin d'une prothèse d'eau. Et ces prothèses-là sont très, très, très importantes pour le développement et la sécurité des personnes amputées. Puis en même temps, vous enseignez aux enfants, comme vous l'avez mentionné tantôt, vous enseignez aux enfants quand ils parlent dans les conférences, parce que vous faites des séminaires aussi, c'est le message qu'ils transmettent aux gens qui viennent les regarder comme grands ou pas grands, là. Oui. Ça, c'est fort comme message. Oui, nos séminaires, c'est quelque chose de très, très, très particulier.
c'est très émotif. On donne des séances, on donne de l'information, on transmet notre savoir-faire en tant que personnes amputées aux jeunes enfants. Et les enfants, entre eux, ont un langage que parfois, même nous, adultes, on a dit, oui, voilà. Alors, entre eux, ils apprennent des petits trucs du métier. Parfois, c'est des choses toutes simples, comme les personnes amputées d'un bras qui apprennent à attacher leurs chaussures, se coiffer les cheveux ou des choses comme ça. Mais ça peut être des choses aussi pour le marché du travail plus tard. Alors, comment faire attention à notre posture, comment faire attention à la démarche pour être sûr qu'on n'hypothèque pas le reste du corps pour le restant de notre vie. D'accord. La dernière question que je vais vous poser, c'est de savoir... Est-ce que c'est possible de réutiliser comme les prothèses parce que ça coûte cher? Vous avez du beau monde à desservir. Est-ce que c'est possible de les donner? C'est une question qu'on reçoit souvent. Comment on fait pour réutiliser, recycler les prothèses? La façon la plus simple et la plus efficace, c'est de retourner le membre artificiel dans un centre de réadaptation. Eux vont pouvoir évaluer les parties qu'ils peuvent prendre et peut-être reconstruire ou peut-être même envoyer dans certains pays qui ont besoin de ces pièces-là. Mais envoyer une prothèse dans un autre pays ne se trouve pas la solution idéale, mais il y a des organismes qui ne font que ça. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Bien, bon succès pour vos différents séminaires qui s'en viennent. Et puis, je veux mentionner au monde là que oui, c'est ça qui permet aux amputés de guerre de desservir tous les enfants joyeux que vous voyez dans le programme Les Vainqueurs. Donc, www.amputédeguerre.ca, c'est le site web à visiter pour leur apporter votre soutien parce qu'ils ont besoin de vous. Après la pause, on va découvrir des histoires extraordinaires et des expériences. Restez avec moi pour regarder Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. En cette journée du souvenir, l'importance des services offerts aux anciens combattants est indéniable. Que ce soit un soutien physique, moral ou psychologique, les différents besoins de ces hommes et de ces femmes qui ont participé au combat sont bien réels. Nous avons eu la chance de nous entretenir avec le sous-ministre adjoint du ministère des Anciens combattants. Il nous explique le rôle de son ministère et les services qui y sont offerts. Monsieur Doiron, on s'entend clairement que depuis longtemps, les besoins des vétérans, ils ont changé, hein? Énormément. Si on compare ce qu'étaient les besoins et les services offerts en 1919, quand les vétérans de la Première Guerre ont revenu, comparé à nos vétérans modernes d'aujourd'hui, que ce soit d'Afghanistan ou autres conflits, les services et leurs besoins ont vraiment changé, que ce soit en santé mentale, que ce soit la réhabilitation, que ce soit l'intégration de leur famille. Leurs besoins ont changé. Il faut aussi comprendre que peut-être en 1919 ou 1946, 45-46, après la Deuxième Guerre mondiale, peut-être qu'on ne savait pas beaucoup de la santé mentale. Peut-être qu'on ne reconnaissait pas vraiment c'était quoi les problèmes de santé mentale. Aujourd'hui, on les reconnaît beaucoup mieux. On a encore du chemin à faire, de l'étude à faire, mais on les connaît mieux, on est mieux servi.
Mais c'est certain que les besoins et nos services ont changé depuis les années. Alors, quand on parle de besoins actuels, on a parlé des vétérans, on va dire, de cette ère. C'est quoi réellement leurs besoins à eux? C'est très varié. Chaque vétéran a eu leur expérience unique. Puis c'est très important de reconnaître les besoins individuels de nos vétérans, que ce soit, il nous reste malheureusement plus de vétérans de la Première Guerre mondiale, mais que ce soit des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Corée, la guerre froide, Afghanistan, leur besoin est différent. Pour nous, on les appelle souvent nos vétérans traditionnels, c'est beaucoup plus des soins de longue durée. Des médicaments, faire sûr qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin. On a de très bons programmes pour les permettre de demeurer dans leur maison, tant et aussi longtemps qu'ils veulent et qu'ils peuvent. Puis après ça, on a des programmes de soins longue durée, les aider dans des établissements grandeur du Canada. Parce que c'est des gens d'une certaine âge. Ils ont dans les 90 ans, 95, 96 ans. La Corée un petit peu plus jeune, mais encore 88, 90. Nos vétérans plus modernes, leurs besoins sont beaucoup plus variés. Puis il ne faut pas oublier que quand on dit vétérans, les plus jeunes souvent ne s'associent pas comme vétérans parce qu'ils pensent mais c'est tous des vétérans. C'est tous des gens qui ont servi le Canada, qui nous permettent d'être libres. Puis donc, il faut les reconnaître. Eux, c'est beaucoup différent. C'est soit des soins, des besoins de la famille ou des soins d'emploi, des programmes d'emploi. Ils veulent de l'emploi ou de la réhabilitation, que ce soit en santé mentale ou autre. Ils ont des besoins de ce côté-là qui est différent. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de programmes variés parce que notre clientèle, elle est variée. Tu sais, que si tu as servi dans la Deuxième Guerre mondiale, tu as 95 ans, tes besoins sont pas les mêmes que notre vétéran moderne qui servait en Afghanistan, qui a peut-être une jeune famille qui a besoin de l'emploi, son épouse a besoin de l'emploi. Donc, les programmes varient. C'est pour ça qu'on a une très grande gamme de programmes. Quand on revient de la guerre, là, je suppose, et c'est tellement clair, qu'on revient avec souvent des traumatismes. Puis vous avez mentionné plus de 2 fois le terme de santé mentale. C'est quoi les services que vous offrez pour aider ces personnes-là? Nous avons une gamme incroyable de services en santé mentale. Je dirais même probablement les meilleurs au monde. Que ce soit nos cliniques de santé mentale ou que c'est des soins spécialisés pour nos vétérans et les membres de la GRC, faut eux aussi, qu'on a des cliniciens spécialisés pour les aider avec leur traumatisme. Puis il faut comprendre, le traumatisme santé mentale n'est pas toujours causé par la guerre. Ça peut être causé par autre chose, mais nous, on s'en occupe. On a des programmes, tu sais, s'ils ne peuvent pas travailler, on va les supporter au niveau financier. On peut supporter leur famille. On travaille très étroitement avec nos amis des Forces armées canadiennes pour faire certain que durant la transition, qu'on est là ensemble pour s'assurer que ces soins ces problèmes de santé mentale, qu'on puisse, 1, les reconnaître et 2, essayer de les aider, parce que c'est complexe. Hein? On a des psychiatres, on a des psychologues. J'ai parlé des cliniques. On a des services téléphoniques, de la télémédecine. Ça fonctionne de nos jours, hein? Ça fonctionne très bien. Puis il ne faut pas oublier que nos vétérans, ils demeurent partout au Canada. C'est un grand pays, le Canada. Ils ne sont pas toujours dans un grand centre. C'est certain que tu dois voir un docteur face à face une fois de temps en temps, mais souvent, ta consultation peut être faite de façon en télémédecine. Puis on a fait beaucoup de progrès. On a encore du progrès à faire, mais on a fait beaucoup de progrès de ce côté-là parce que la médecine en santé mentale, elle se développe. Ça avance, on commence à mieux connaître. On ne sait pas tout. Puis je dis, moi, je ne suis pas un docteur, je parle de nos professionnels de santé. Mais on offre beaucoup, puis j'encourage tout le monde. Puis souvent, c'est ça le problème. Ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas pour dire j'ai un problème parce que, tu sais, ils veulent pas. Mais c'est important qu'ils disent j'ai un problème, puis les services sont là. Puis nos services sont assez rapides pour les aider. Alors, vous avez parlé aussi de réhabilitation. Je sais que vous avez un appui financier et pour les parents, les proches aidants, je dirais, pour ces personnes-là, et puis aussi pour les études. Comment ça fonctionne, ça? Bon, pour les études, tu n'as pas besoin d'être malade. C'est un de nos premiers programmes qui est axé vers tous ceux qui ont servi. Si tu as 6 ans de service ou 12 ans de service,
il y a des sommes d'argent qui sont disponibles pour aller te reformer et aller en éducation. Puis le seul critère, c'est que tu es servi. Donc, c'est un très bon programme que le monde utilise. Du côté de la réhabilitation, il y a aussi des frais disponibles pour te rééduquer, qui est séparé du premier fonds que je viens de mentionner. Mais en plus, si tu ne peux pas travailler, on a des programmes financiers pour faire sûr que tu puisses avoir de l'argent. Ça va jusqu'à 90 % de ton salaire avant que tu quittes le militaire. Donc ça, c'est pour s'assurer que le fardeau financier, autant que possible, soit retiré, puis que tu puisses te concentrer à devenir mieux, à te soigner. Donc, en fait, donc, ce que je comprends de tout ce que vous venez de dire, il y a tous les outils nécessaires pour une bonne réintégration, je vais dire, dans la société. Oui. C'est certain qu'on a encore du chemin à faire. C'est pour ça qu'on travaille étroitement avec les gens des Forces armées canadiennes pour les identifier de bonne heure, qu'on puisse les amener et les aider. Parce qu'il faut qu'ils s'identifient. Tu sais, on peut pas... mais ils devraient aucunement jamais hésiter de contacter soit, s'ils sont encore en uniforme, les forces, ou contacter anciens combattants, que ce soit par notre site web, que ce soit par nos lignes téléphoniques, que ce soit en personne. On a des offices, on a près d'une 40aine d'offices à grandeur du pays. En plus, on a le terme anglais, c'est outreach, au nord, dans nos territoires, parce qu'il n'y a pas d'office dans les territoires, mais on y va sur une base mensuelle. Ils peuvent venir nous parler, puis apprendre c'est quoi les programmes qu'on a, parce qu'il y a une vaste gamme de programmes afin d'aider nos vétérans. Puis des programmes, on essaie de les améliorer d'année en année. On fait beaucoup de recherches, essayer de déterminer c'est quoi les problèmes. On sait pas mal les problèmes majeurs, puis essayer d'avoir des programmes pour les aider. Bien, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci beaucoup, M. Doiron. Que ce soit en temps de guerre ou en temps de paix, nous avons peu souvent l'opportunité de nous entretenir avec une femme qui a participé activement au combat. La majeure Jamie Phillips, officier d'état-major du commandant de l'armée canadienne, a gentiment accepté de nous rencontrer. Bénévole au Musée canadien de la guerre, elle partage avec les visiteurs son expérience au sein de l'armée canadienne en tant que femme qui s'est démarquée lors de ses missions à l'étranger. Major Phillips, ça fait 20 ans maintenant que vous êtes dans l'armée, hein? Oui, ça va faire 20 ans en juin. Et puis, combien de missions, je suis bien curieuse, que vous avez faites depuis? Mission de combat, seulement une, ça fait Afghanistan en 2007. Et puis, dites-moi un peu de votre propre expérience de l'Afghanistan. Comment ça a été? Je sais que c'est la guerre, c'est pas rose, c'est pas joyeux, mais comment ça a été? Ce que je dis souvent, c'est mon ami qui l'a dit premier, puis je l'ai bien aimé. Il a dit, il n'y a pas personne qui veut aller à la guerre, mais des fois, c'est comme si on fait tout notre entraînement pour être docteur, puis on n'a jamais la chance de faire une chirurgie. C'est ça la comparaison que je peux faire. C'est oui, on veut déployer parce qu'on veut faire des choses pour lesquelles on s'est entraîné. Et puis, dites-moi un peu de votre expérience là-bas. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué étant sur le pied de guerre? Bien, c'est le temps qu'on passe avec nos soldats. Ça m'a marqué beaucoup. Aussi, j'ai eu l'opportunité de travailler avec des autres pays comme nos alliés, que des fois, ils n'ont pas fait déjà l'intégration des femmes comme nous autres qu'on a fait au Canada. Nous autres, on l'a fait il y a 30 ans. C'est rien de nouveau, c'est rien d'excitant. Il n'y a personne qui me demande des questions sur pourquoi je suis dans l'armée maintenant. Mais quand on déploie avec des autres nations, oui, des fois, ça passe un peu. Fait que ça, c'était un défi pour moi, parce que je n'étais pas habituée à me défendre. Ouais. Comme dans ma tête, c'était normal. Mais c'était pas normal tout à fait pour eux. Et puis, comment vous avez pu vous insérer dans ce monde entre griffes qui est considéré comme un monde d'hommes? Parce que là... Bien, moi, l'effet que c'est pas comme ça ici, j'étais très chanceuse, comme j'ai mes soldats, que pour eux autres aussi, c'est normal. Mm-hmm. C'est tout à fait normal. Fait qu'eux autres, ils regardent les autres soldats, que peut-être pour eux, c'est pas normal, comme... Ben, qu'est-ce qu'il y a? C'est normal. Fait que ça m'aide beaucoup à donner l'impression que non, c'est correct. Si ces soldats sont corrects avec ça, ça doit être correct. C'est ça qui m'a aidé beaucoup, avoir l'appui puis le support de mes soldats. C'est une expérience, moi, je pense, la guerre qui change carrément toute une vie. Je ne veux pas aller vous chercher, peut-être même pas vous faire pleurer, mais j'aimerais juste savoir, est-ce que vous avez eu à perdre des amis comme au combat? Oui, en effet, je pense que
tous des soldats et des officiers de mon génération, on a tous perdu quelqu'un. On a tous connu quelqu'un. C'est très normal. Il y a beaucoup de monde qui ont déployé comme 3-4 fois. Fait que c'est quelque chose que oui, c'est la vérité. Mais dans le fond, pour moi, c'est important de... Oui, tu peux être triste, sûr, là, c'est sûr et certain, mais en même temps, de pas m'arrêter. Oui, c'est ça. Je veux pas m'arrêter de penser à eux autres. Là, je veux me souvenir des bons temps qu'on a passés ensemble, puis je veux parler avec mes amis de ça, puis les autres gens qui les ont connus. J'aime ça comme parler des mémoires. Je trouve que c'est important de pas juste comme OK, là, ça fait mal, fait que je veux plus en parler de ça. C'est important aussi de parler. C'est ça, quoi, parce que j'ai entendu parler, j'ai parlé avec un monsieur de l'association des vétérans et tout, et qui parlait aussi de santé mentale, de l'appui qui est offert, parce que vous venez de dire, il faut parler. Et puis quand vous revenez et que vous en parlez, est-ce que ça vous libère vraiment? On est très chanceux d'avoir nos amis dans l'armée avec eux autres, on peut parler, comme on peut vraiment parler des choses comme très sérieux, puis c'est peut-être pas quelque chose que tu veux amener à la maison. C'est peut-être mieux. Oui, il y en a que ça marche très bien pour eux, mais ça marche pas pour tout le monde. Fait que des fois, c'est mieux de parler avec les gens qui comprennent très, très bien. Fait que oui, absolument. Moi, ça m'aide beaucoup. Et une journée de souvenirs, ça donne l'opportunité un peu parce qu'on fait toutes les parades, que ce soit ici à Ottawa ou dans les unités régulières aussi. On fait la parade ensemble, fait que c'est vraiment la chance de se voir, puis parler, partager, penser à nos amis qu'on a perdus. Je vais juste revenir sur votre période en Afghanistan. Vous avez fait combien de temps là-bas? C'était 7 mois, enfin. C'est tout à fait normal pour les Canadiens. Nous autres, on fait des missions 6 mois, au pire 9, au pire 1 an. C'est le gros max. Mais pour ça aussi, on est très chanceux au Canada. On prend soin de nos gens. Moi, je crois qu'on porte beaucoup d'attention. Est-ce que, comme ça, là, cette personne a déjà déployé il y a une bout, là, OK, on les donne un petit temps pour se reposer, puis après... on va peut-être les déployer après. Il y a des exceptions toujours, mais je pense qu'on fait ça bien. On considère qu'il y a des effets si on le fait trop vite, trop souvent. Puis là, on est au Musée de la guerre, et puis je m'entends dire que vous êtes bénévole ici au Musée de la guerre. Qu'est-ce que vous faites? Je donne des présentations aux étudiants de tous les âges, vraiment. Le plus jeune, c'est comme 5-6, puis juste à comme 17, en fin de secondaire. Fait que je fais des présentations sur mon déploiement. Et puis, vous vous êtes habillé comme ça quand vous faites votre présentation? Non, normalement, en combat, je trouve que c'est moins formel, puis ça donne l'opportunité pour les gens de me poser des questions un petit peu... Fait qu'ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur, oui. Ils peuvent me poser n'importe quoi, vraiment, puis je me sens vraiment à l'aise de parler de n'importe quoi. En effet, j'aime ça partager parce que je trouve que si on peut démystifier un peu des choses, que ça aide beaucoup, surtout avec... au sujet des femmes dans l'armée aussi, il y a des fois du monde qui ont toujours des pensées là-dessus. Fait que si on peut parler de vraiment comme, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes là-bas? Comme des questions vraiment personnelles. Est-ce que vous avez déjà eu une question qui vous a mis un peu mal à l'aise? Parce que c'est des plus jeunes, ils disent tout ce qu'ils pensent. Hein? Non, vraiment... Oui, c'était pas que j'étais mal à l'aise, mais j'étais comme... Ils m'ont surpris un petit peu, mais en même temps, c'est bon. J'aime ça beaucoup parler avec eux. Fait que oui, ils m'ont demandé où est-ce que vous allez pour aller aux salles de bain. Comme des questions comme vraiment niveau toilette. Là. Ils m'ont demandé bien des choses comme ça. Que c'est normal, ça ne dérange pas. Puis ce sont des questions normales, en effet. Si on pense à ça, c'est pas dans les films de guerre. Fait que c'était vraiment... Des questions comme ça sortent, des fois. Fait que vous êtes impliqué ici au Musée de la guerre, mais vous êtes aussi impliqué comme pour la cause des réfugiés. Parce que ça, c'est venu me chercher, hein? Oui, je peux pas expliquer que c'est quelque chose, mais ça m'a touché beaucoup. Puis j'ai vu qu'il y avait une opportunité de faire partie d'un groupe pour aider avec le monde qui vient au Canada, puis leur faciliter un petit peu leur première année ici, pour juste montrer comment ça marche ici, puis les aider à voir c'est quoi le Canada, puis comment ça marche, puis comment ça fonctionne. Puis ça a été vraiment... ça m'a touché beaucoup. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ça. Et puis là, vous avez accueilli une famille officiellement en 2018. Je pense que ça va faire 1 an maintenant. Comment ils se portent? Très bien.
ils ont fait un an. Ça, c'est ça l'important. Canada, on fait un très bel job avec ça, je trouve. Première année, l'objectif pour eux autres, c'est d'apprendre l'anglais. C'est vraiment ça le but de l'année. Fait que non, tu peux pas avoir ta job en ce moment. Je sais que tu veux vraiment travailler, mais on fait de l'anglais. Puis oui, ça marche très, très bien. Fait que ils sont dans les cours d'anglais. Ils suivent les cours d'anglais, ça fait 7 mois en ce moment. Fait que là, ça s'en vient tranquillement. Les enfants, complètement bilingues déjà. Vous savez comment ils sont, très, très vite. Fait que ça s'en va très, très bien. Bien, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez fait pour l'armée. Merci encore, Major Philippe. Merci à vous. La plupart d'entre nous ne connaîtront jamais les horreurs de la guerre, les impacts physiques et psychologiques sur la vie quotidienne et les séquelles qui en découlent. Monsieur Albert Carrel est un survivant de la guerre en Europe. Son histoire reflète l'expérience de milliers d'autres personnes qui ont vécu les mêmes traumatismes. Malgré son passé douloureux, il partage aujourd'hui son expérience en tant que guide au Musée canadien de la guerre. Je vous invite à écouter attentivement le témoignage de cette personne extraordinaire. Alors, Monsieur Carrel, vous n'avez pas vraiment fait la guerre, mais vous avez eu quand même une expérience avec qu'est-ce qui s'est passé. Hein? Vu de la guerre, quand on a commencé à les Pays-Bas, 1940 jusqu'à 1945, mais j'ai vu aussi de mauvais côtés d'un pays qui est occupé par les Allemands. Je parle ici dans le musée souvent avec les jeunes, j'explique toujours. Quand je suis à 16 ans, j'ai vu mon meilleur ami tué par balle par des Allemands. Je suis moi-même dans la prison aussi, et je suis beaucoup de gens qui sont morts de faim. Les autres, mais aussi j'ai vu de l'armement des Allemands, de V2, de V1, et de grands chars qui passent, tout le mauvais côté d'une guerre. J'ai vu que mon père arrive une soirée dans notre maison, et il est complètement bouleversé. Et pourquoi? Parce que les Allemands ont arrêté tout le monde autour où ils marchent. Et là arrive un camion avec des Allemands, il sortit 8 hommes hollandais et tuait tout devant tout le public. Et ça, un système par les Allemands pour impressionner des gens de Hollandais à cette époque, de faire tout ce qu'ils veulent faire avec nous. Nous avons vu aussi, à l'autre côté, des Canadiens et des Anglais avec leur grand avion pour déposer notre viande de fourranger. Ça aussi très très impressionnant parce que des avions commençaient très bas et tombent leur qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et on a vu des gens dans de Bombay, ils sont là, et une des hommes qui me jette un paquet de cigarettes. Et ça a pris très très longtemps pour arriver. Mais souvent, on me demande aussi dans le musée comment sentir quand on a coupé. Et c'est toujours, on n'est pas libre. On est dans de villes, de cafés, de restaurants. Toujours, on a vu des Allemands armés avec des baïonnettes. Après, on a arrêté avec ça. Mais j'ai vu aussi des Allemands qui entrent dans le pays avec leurs armes triomphants. Ils sont presque finis avec, ils pensaient presque finis avec leur guerre. Mais à la fin de la guerre, en 1945, j'ai vu tous les jours des Allemands marcher à la maison. Partir. Et là, c'est une vue très, très, très triste. Très triste, yeah. Alors, vous avez mentionné tantôt que vous avez été emprisonné par les Allemands. Oui. C'était à quel âge, enfant? C'est 15 ans. C'est 15 ans. Pour ça, le petit passeport j'ai avec moi a sauvé ma vie. Parce que quand je suis 16 ans, comme original, c'est fini. Je ne suis pas ici. Parce que je donne une cellule ensemble avec 4 autres personnes qui vraiment font des choses. L'Allemand pense que c'est
pour être de sabotage. Une émetteur de radio, il contacte avec l'Angleterre, l'autre a caché des pilotes américains. Il fait des choses qui lisent très haut pour être tué. Hein? Et puis là, je me dis, forcément, ça a dû changer carrément votre vie parce que être emprisonné dans des conditions comme ça, et puis assez jeune. C'est impressionnant parce que le plus mauvais, qu'est-ce qui passe? On entre dans une cellule, une porte ferme arrière de toi et les clés tournent. Et ça, à un moment, c'est vraiment... mais je pense toujours de ça. On n'a pas tout le temps, mais quand même, on n'oublie pas. Un seul petit passeport, ça m'a sauvé ma vie parce que je suis aussi part de, qu'on dit en anglais, de underground. So, j'ai fait aussi des distributeurs de journal. Chaque jour, j'allais à la maison où sont peut-être bons, on ne sait jamais, parce que ce sont aussi des gens qui, à côté des Allemands, ils sont, en général, nous connaissons qui est bon ou n'est pas bon. So, je distribue chaque matin des journaux. C'est aussi très illégal, très, très dangereux un peu. Yeah. Et puis là, vous êtes bénévole ici au Musée de la guerre. C'est quoi que vous apportez comme expérience, je dis, comme information aux gens qui viennent vous voir? C'est une bonne question. Pourquoi je fais ça? Le musée est magnifique, extraordinaire. Mais le musée est un musée. Ce n'est pas vivant, c'est mort. Surtout cette expérience de moi, je pense, c'est spécialement pour les jeunes, de comprendre qu'est-ce qu'une personne vivante vue à cette époque. J'explique beaucoup de choses qui n'est pas sur le tableau, mais aussi sur le tableau. Et j'espère que ça marche. J'espère de porter un peu de ma vie à des jeunes. Et en général, j'ai beaucoup de succès. Et ils sont impressionnants. L'autre jour, j'ai un jeune, j'ai vu, je pense 16, et j'ai dit, tu as 16 ans? Il dit, oui, j'ai 16 ans. J'ai dit, à 16 ans, tu n'as pas vu ton ami, comme je dis avant, et de prison et all ça. Et il me regarde, nous n'avons pas de jouets, nous n'avons rien. À la fin de la guerre, nous n'avons pas de gaz, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas de chauffage dans la maison, et les gens n'ont pas de nourriture, et morts à côté de la route. Mais j'ai vu moi-même des situations comme ça. Et puis moi, je suis tellement contente que vous apportiez votre connaissance à ces jeunes-là, parce que quelque part, ils se rendent compte de quelle est la chance qu'ils ont de vivre à cette époque. Oui, mais j'ai dit aussi, il y a des jeunes, et en général, tout le public, je parle. Regarde, vous avez de chance de vivre dans une époque, ce n'est pas une guerre. Moi, j'ai vu, c'est beaucoup de différents. Être très, très prudent avec votre vie que vous avez de moment. Oui, especially pour moi, c'est bien quand un dialogue commence. Comme les gens commencent à parler, et ce dialogue, une après des autres, ce sont des éléments qui prétendent de guerre, qui sont intéressants pour eux. Mais encore, je suis ici, précisément, pour faire un élément vivant. N'est pas juste un tableau à le mur. Yeah. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tout ça, M. Carrel. Comme vous l'avez entendu dans la première entrevue que vous avez vue tantôt, le ministère des Anciens combattants se fait des biens et de fait tout en son possible pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin, vous, anciens combattants ou des personnes qui sont encore dans l'armée, pour vous apporter le soutien nécessaire pour une réinsertion dans la société. J'ai bien aimé le fait qu'il parle des services en santé mentale, parce que je pense que c'est très important de parler de qu'est-ce que vous ressentez, surtout quand vous revenez au pays, et qu'est-ce que M.
Monsieur Doiron a dit, comme vous l'avez entendu, ils ont les meilleurs services de santé, ils pensent, de santé mentale au monde. Donc, vous pouvez avoir accès à ces services-là. C'est des programmes et services de santé, ça c'est une part. Il y a aussi les services de santé mentale. Il y a des programmes études et emploi pour vous permettre, comme j'ai mentionné tantôt, de vous réintégrer dans la société. Et ce que j'aime aussi dans tout ce que ce ministère apporte, c'est qu'il vous aide pas seulement vous, mais il vous aide vous et vos parents. Donc, quoi de plus, je dirais, quoi de plus merveilleux que de vous informer sur qu'est-ce qu'ils font pour vous là-bas. Si vous voulez plus d'informations, www.veteran.gc.ca, c'est le site web à visiter, le site web du ministère des Anciens combattants pour avoir plus d'informations. Parlons des activités aujourd'hui de la commémoration du 11 novembre. Il y a plein d'activités. Je l'avais mentionné plusieurs fois la semaine précédente, mais je vais revenir encore pour vous dire que le musée de la guerre aujourd'hui est vraiment accessible à tous. C'est gratuit pour tout le grand public. Et il y a plein d'activités qui s'y passent encore. À cette heure, il y a encore la confection de coquelicots qui se passe encore. Si vous avez envie de passer un bon moment et de discuter avec quelqu'un, un ancien militaire, quelqu'un de l'armée en tout cas, pour lui partager un peu qu'est-ce que vous avez envie de lui dire en ce jour de commémoration. Et tout ça, c'est gratuit. Et comme je l'ai mentionné tantôt, il y a aussi des témoins de l'histoire. Donc, les témoins de l'histoire, c'est des récits d'anciens combattants qui seront là au Musée canadien de la guerre pour partager un peu avec vous leur expérience. Et je pense que c'est assez intéressant. Ils n'ont pas oublié les plus jeunes au Musée canadien de la guerre. Il y a le coin lecture pour nos plus jeunes. Donc, je dirais de 4 à 10 ans pour avoir exactement qu'est-ce que c'est que la guerre, pour leur permettre d'avoir une belle perspective de ce que c'est qu'est la guerre. Je vous reviens après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sous les ondes de TV Rogers. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. À la prochaine émission de Lumière et d'aide, je recevrai Cédric Parent, livreur de vision. Il vous fera découvrir ce qu'est l'entrepreneuriat de cœur et comment l'appliquer au quotidien. De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allée jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Bonjour, dans la prochaine émission d'Émergence, je reçois Julie Blais-Comeau, spécialiste de l'étiquette et fondatrice d'étiquettejulie.com. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Nous avons reçu aujourd'hui sur l'émission le directeur du programme Les Vainqueurs, qui est un programme qui est inséré dans les amputés de guerre, dans l'Association des amputés de guerre. Et on a appris assez de bonnes choses sur ce programme. En fait, ce programme est là pour aider les plus jeunes. Bien, quand je dis les plus jeunes, des enfants qui ne sont pas encore à l'âge adulte, je pense que ça s'étend jusqu'à 18 ans. Des personnes qui sont amputées d'un membre, donc peu importe si c'est à la naissance ou ça a été causé par un accident, eux, ils sont là pour vous soutenir. Quand on parle de soutien financier, on parle de soutien où est-ce qu'ils vous aident à obtenir vos prothèses, surtout que les prothèses se changent souvent à chaque mois, à chaque saison de vie d'un jeune enfant. Et eux, là-bas, ils ont tous les services qu'ils peuvent vous offrir, comme ce soit soutien, comme j'ai mentionné, financier, ou même des personnes pour vous soutenir dans qu'est-ce que vous vivez avec votre plus jeune enfant. Donc, si vous voulez avoir plus de renseignements, www.amputédeguerre.ca, c'est le site web à visiter pour avoir la panoplie des services qu'ils offrent là-bas. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, jusqu'à minuit, ce sera la dernière pluie de coquelicots sur la colline du Parlement. Il y a deux espaces, donc ça se passe à la Tour de la Paix
et sur l'édifice du centre. Fait que vous avez jusqu'à minuit encore pour voir cette belle pluie de coquelicots qui essaie de représenter tous les Canadiens qui sont tombés au combat. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. Une raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Color party, 5 to left.